Bonjour à tous et bienvenue à ce 24e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Julie Miville de Chêne, qui se passe de présentation, mais je vais quand même y aller avec une petite biographie. Alors, sénatrice indépendante, ancienne journaliste et ex-présidente du Conseil du statut de la femme, elle porte le projet de loi S-209 qui vise à obliger les sites pornographiques à vérifier l'âge de leurs utilisateurs dans le but de mieux protéger les mineurs. Alors, bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Ben, ça fait plaisir. Et peut-être avant de se lancer dans l'entretien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené personnellement à vous intéresser à ce sujet qui, on va se le dire, est quand même un peu tabou, donc la pornographie, mais spécifiquement les impacts de la pornographie chez les jeunes. Justement, peut-être le fait que ce soit un sujet tabou, ça m'a attirée, parce que j'ai été longtemps au Conseil du statut de la femme et j'ai abordé des sujets comme le sujet de la prostitution, le sujet de la pornographie aussi. Je pense qu'il faut parler de tout, particulièrement de la sexualité. Mhm. Il y a aucune raison de se taire sur ces sujets-là. Et dans le cas de la pornographie, ben, ça a envahi la vie, de tant d'enfants et d'adultes que je pense que c'est un sujet sur lequel on peut très, très bien se prononcer. Et je vous le dis tout de suite, je ne suis pas prude. Je suis tout à fait de cette génération où il y a eu, une liberté sexuelle. Je suis tout à fait d'accord avec, les mesures, à la fin des années 60 quand on a dit: «L'État n'a pas d'affaires dans les chambres à coucher». Le Mhm. plaisir sexuel des adultes est une chose, la pornographie est un divertissement pour les adultes, soit. Et je pense que c'est très important pour les enfants d'avoir de l'éducation sexuelle, de faire leur première expérience. Moi, je suis, sur ces questions-là très ouverte. Dans ma famille, on a Mhm. toujours parlé de sexualité, de ces questions-là. Je pense que c'est très, très important de le faire. Donc, cela étant dit, c'est un, je préfère le dire d'entrée de jeu Mhm. parce que je ne fais pas partie, je ne suis pas une conservatrice morale. Je suis une féministe, plutôt progressiste, mais je pense que ces questions-là doivent être discutées, Mhm. absolument. Alors, c'est arrivé, je me suis intéressée à ce sujet-là un peu par hasard. J'étais à cette époque sénatrice depuis très peu de temps, on est en 2020 et on est à ce moment-là à 3 semaines de la pandémie, et là on tout ferme, tout arrête, Mhm. donc c'est début 2020 et on me dit qu'il va y avoir une manifestation, devant Pornhub, à Montréal et un collègue député me dit: «Ben, peut-être que tu devrais y aller». Et là, je commence à lire sur Pornhub, qui depuis des mois, faisait l'objet, d'articles, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, parce qu'il y avait sur ce site qui était à l'époque le plus, visité, Mhm. beaucoup d'images d'exploitation sexuelle d'enfants, de jeunes filles, de mineurs finalement. C'est-à-dire des images qui ne devraient pas être là, qui sont criminelles. C'est criminel d'avoir des images d'exploitation sexuelle et de mineurs dans un site, pornographique ou où que ce soit. Et il était clair que, Pornhub, c'était un peu son modèle d'affaires, ne retirait pas les images en temps opportun, Mhm. ne faisait pas de tri dans ceux qui téléversaient les images, donc il y avait de tout. C'était oui, de la pornographie avec des adultes, mais il y avait aussi toutes sortes, de mots-clics, pour attirer, les clients qui cherchent de la pornographie juvénile, qu'on appelle maintenant de l'exploitation sexuelle pour enfants. Alors donc évidemment, d'un point de vue féministe, d'un point de vue de mère de famille, d'un point de vue de citoyen engagé, c'est complètement inacceptable qu'un site pornographique qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, Mhm. heu, ne trie pas les images, n'ait pas suffisamment de personnel pour s'assurer que tout ce qu'on voit là, c'est de la pornographie par les adultes et pour les adultes. Donc manifestation, moi je suis sénatrice, j'y vais et on est, un groupe de féministes, avec différentes, opinions. Certains veulent complètement faire fermer, Pornhub, abolir la pornographie. Moi je n'en suis pas. Moi, c'est cette idée qu'il faut que les grandes plateformes, respectent les lois. Et Mhm. les lois, c'est qu'on ne peut pas avoir d'exploitation sexuelle, comme ça, disponible, que tout le monde peut voir. Alors c'est une manifestation de discours, de prise de position et à partir de ce moment-là,
les gens se rendent compte que Pornhub est à Montréal, que la plus grande plateforme de diffusion a 1000 employés à Montréal et que ça se passe dans un pays, dans une province où on est quand même très avancé en termes de féminisme et en termes de droits des enfants, de droits des femmes. Et c'est c'est un choc. C'est un choc parce que jusqu'à maintenant, on pensait que c'était une plateforme internationale qui n'avait rien à voir avec le Canada. Donc, je fais ça. Et évidemment, on est couvert, c'est sûr. Et je commence à discuter de ces questions-là. Mais peu à peu, donc la pandémie, la pandémie commence et on a beaucoup de temps pour réfléchir. Et là, je me dis, bon, c'est très bien. Là, je viens de me positionner sur Pornhub contre le fait que cette plateforme ne respecte même pas les lois. Mais qu'en est-il de tous ceux qui regardent ce matériel pornographique? Et là, je me rends compte de façon plus aiguë avant, je n'avais pas vraiment réfléchi à ça, qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée de ces plateformes pornographiques. Et il faut comprendre l'historique. C'est qu'à une certaine époque, la pornographie n'était pas accessible à tous parce qu'il fallait des cartes de crédit, c'était sur des chaînes spécialisées. Donc, il y avait toutes sortes de barrières qui faisaient que les enfants avaient beaucoup moins accès à la pornographie. Or, les plateformes ont décidé que le modèle YouTube était parfait pour la pornographie. Et donc, on dit, ben, tout ça va être gratuit. Vous avez juste à téléverser vos parties personnelles et individuelles et on va tout mettre ça sur notre plateforme. Et donc, on a pris un modèle YouTube qui marche très bien pour les gens qui font de la guitare et on a décidé de transférer ça à ce qui est probablement de plus sensible, la sexualité des êtres humains, et à en faire un site visionnable par tous, sans beaucoup de critères, où ce qui comptait, c'est le nombre de clics. Donc, je m'intéresse à ce côté-là de l'histoire. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait de l'exploitation sexuelle sur ce site-là, c'est la police qui doit s'occuper de ça. On a déjà des lois qui s'occupent de ça. Et comme moi, je suis législateur, je me dis, bon, je ne peux pas beaucoup intervenir à part avec ma parole sur ce qui se passe dans les sites porno, mais je peux essayer de faire une loi pour nous assurer que ces sites dépensent l'argent nécessaire et prennent le temps de vérifier l'âge des internautes, des clients de pornographie pour exclure les mineurs. Alors, c'est une idée, j'étais à cette époque-là la première qui pensait en ces termes. La beauté d'être législatrice, c'est que je peux penser à un projet de loi et le porter moi-même. Et à cette époque, je vous dirais que la pornographie et le fait que les enfants en voyaient beaucoup, et surtout, imaginez-vous, on est en pleine pandémie. Alors, les enfants passaient beaucoup de temps. Et il n'y avait pas toujours des parents pour les surveiller. Et maintenant, il y a les téléphones. Donc, c'était vraiment un angle mort du gouvernement, je vous dirais. Parce qu'en général, c'est le gouvernement qui fait les lois, qui aborde les problèmes de santé publique, parce que c'est un problème de santé publique. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas une réelle prise de conscience, je vous dirais. Donc, j'ai fait un premier projet de loi, j'ai écrit un premier projet de loi. Et la suite, ben, vous allez me poser d'autres questions là-dessus. Oui, ben merci pour cette raison. Puis juste pour revenir sur le fait d'être prude ou pas, il faut dire, je pense que vous le dites très bien, c'est qu'on n'est plus au même endroit. La nature Non. de l'accès et de la du pornographie contenu a beaucoup changé. changé. Je dis ça parce que c'est important. J'ai été évidemment beaucoup critiquée dans les médias sociaux et de toutes sortes de façons. On critique souvent les femmes en parlant de leur sexualité. Donc, dans ce cas-ci, je le précise parce que comme je vous dis, ce n'est pas du tout une attitude morale que j'ai. Mais ce qu'on voit, puis moi, je l'ai senti, moi, j'ai dû visionner beaucoup de pornographie pour être capable de savoir de quoi je parle. Donc, des images extrêmes, des images violentes, des images
dégradantes, j'en ai vu beaucoup. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. La commissaire à l'enfance de la Grande-Bretagne, qui est une femme assez extraordinaire, a écrit 3 rapports dans les dernières années où elle qualifie cette pornographie d'extrême, de dégradante et de violente. Et il y a même des gestes comme l'étouffement des femmes, c'est devenu très à la mode, d'étouffer une femme pendant un acte sexuel, qui vont devenir des actes criminels en Grande-Bretagne. Alors, ça vous montre qu'on n'est plus dans l'eau de rose, dans l'érotisme, dans ce que la libération sexuelle avait amené, qui était la beauté des corps, tout ça, tu sais, les corps nus, tout ça, on ne parle pas de ça. On est ailleurs. On n'est pas ça, on n'est pas là. Ceux qui n'en visionnent pas fréquemment, peut-être n'ont pas suivi ce Exactement. développement. Donc, c'est bien qu'on en parle, justement, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont une grosse zone d'ombre sur la question. Et je vous dirais que les images que j'ai vues, il y en a certaines qui étaient tellement dures qu'elles me sont restées en tête. Et moi, je suis une adulte. Donc, imaginez pour le cerveau d'un enfant qui a une certaine plasticité, qu'est-ce que ça peut être? Mais justement, je pense qu'on peut aller du côté de l'exposition précoce, de comprendre les impacts chez les jeunes. Je sais que c'est pas votre domaine d'expertise, mais en même temps, ça fait 5 ans que vous travaillez là-dessus. Donc, visiblement, vous avez acquis de l'expertise, ou enfin, vous avez parcouru beaucoup de documents, puis des documents qui sont préparés par des experts. Donc, peut-être que vous pouvez nous éclairer quant à ces développements-là, vers quel âge les jeunes sont confrontés à ça, parce que je pense que c'est souvent peut-être un peu par hasard, ou enfin, peut-être de développer sur comment les jeunes entrent en contact avec eux. Je voudrais aussi vous parler d'un autre élément déclencheur qui explique les choses. Dans mon entourage, une jeune fille m'a demandé à un moment donné, m'a dit à un moment donné, ben là, je regarde la pornographie, parce qu'évidemment, tout ça est accessible et à la mode, comme on dirait. Et je me dis qu'il faudrait vraiment que je trouve un garçon avec qui pratiquer la sexualité, pour être prête, pour être capable d'être prête quand j'aurai un véritable amoureux. Alors, je pense que évidemment, j'ai été complètement interloquée, puis j'ai expliqué les choses, mais ça vous montre à quel point, pour les jeunes, les enfants, ce qu'ils voient pour eux, c'est la réalité. Donc, ce qui est de la performance, ce que sont les fantasmes, parce que c'est ça qu'est la pornographie pour les adultes, c'est perçu pour les enfants qui n'ont pas d'autres repères comme étant la sexualité, et ils n'ont pas forcément d'idée que c'est une sexualité qui peut parfois être malsaine. C'est leur école, finalement. Ouais. C'est leur école, parce que, rappelez-vous, au Québec notamment, il y a eu une dizaine d'années où il n'y a pas eu de cours d'éducation sexuelle, parce qu'on réfléchissait aux nouveaux cours. Et il y avait de temps en temps des infirmières qui passaient et qui parlaient de protection. Mais ce n'est pas la même chose que de parler de relations sexuelles saines, comme on va le faire maintenant avec le nouveau cours à la citoyenneté. Là, il y a des portions là-dessus. Donc, dans les préjudices nombreux qu'il y a celui-là. Le fait qu'on prend toutes ces images pour étant la réalité de la sexualité entre les femmes et les hommes, ou entre les hommes et entre les femmes. Et ça, c'est très dangereux. Alors donc, il y a un problème avec la recherche. C'est qu'on ne peut pas vraiment mettre des enfants devant de la pornographie et commencer à mesurer leur réaction, parce que ça ne serait pas éthique. En même temps, c'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait comme société, mais en recherche, on ne peut pas faire ça. Donc, la recherche, finalement, ne nous a jamais montré de cause à effet strict comme on peut le faire en recherche scientifique, mais on a quand même suffisamment de corrélation pour être capable de dire qu'il faut protéger nos enfants. Donc,
ce que ça fait, la pornographie, ça peut créer évidemment de l'addiction. Ça non plus, c'est pas encore complètement prouvé scientifiquement, mais il y a suffisamment de cas, de jeunes enfants, d'adolescents qui commencent à regarder de la pornographie et qui se prennent au jeu et qui Mhm. regardent la pornographie de plus en plus hardcore, parce qu'on Mhm. n'est plus du tout dans ce qu'on appelle le softcore, on est dans le hardcore Mhm. et ça devient pour eux, un exutoire. Et clairement, on le voit chez les adultes, ça c'est documenté, plus on regarde la pornographie, plus on a besoin de sensations de plus en plus fortes. Et c'est pour ça qu'on sent qu'à un moment donné, il y a des adultes qui vont vers l'exploitation sexuelle des enfants parce que c'est des images encore plus fortes et plus puissantes. Donc, le même phénomène peut se passer chez des enfants. Mhm. Euh, Ça, évidemment, ça noie ou ça complique la compréhension du consentement. Mhm. Parce que dans les images pornographiques qu'on voit, évidemment, on voit pas ce qui précède, on voit pas s'il y a consentement ou non. Mhm. Et ça, c'est assez grave parce que la notion de consentement est au cœur d'une Mhm. sexualité bien vécue par les deux partenaires. Ça banalise aussi la violence qu'il peut y Mhm. avoir dans ces interactions. Encore une fois, c'est assez dangereux parce que c'est une violence qui s'exerce surtout contre les femmes dans Mhm. les images qu'on voit. Bien sûr, il y a une certaine pornographie féministe, mais elle est extrêmement C'est minoritaire. C'est marginal. pas Ouais. celle-là sur Non, laquelle on tombe. Donc, dans une société qui se prétend de plus en plus égalitaire Mhm. entre les femmes et les hommes, euh, avoir nos enfants qui regardent des scènes de sexualité violente, ça banalise la chose. Et ça veut dire que ça peut faire partie de la suite. On le voit dans les études britanniques. Je pense que c'est à peu près la moitié des jeunes interrogés dans le cadre d'une enquête pensent que les filles s'attendent à être étouffées. Mhm. Euh, Ce qu'on appelle en anglais le choking, Ouais. qui est supposément le plaisir suprême aux yeux de certains. C'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont vu dans les images, mais qui est très dangereux. Et les filles s'attendent à ça aussi. Mhm. Et les garçons pensent que les filles aiment ça. Alors Ouais. donc, il y a là quelque chose d'extrêmement négatif dans la perception de la sexualité. Il y a aussi des enfants qui sont très, très jeunes. euh, Ils voient carrément des viols Mhm. parce que, et ça j'en ai vu, il y a des femmes inconscientes, des femmes qui semblent dormir ou qui sont inconscientes, qui sont l'objet de relations sexuelles. Alors qu'est-ce que c'est d'autre qu'une agression sexuelle? Alors tout ça est complètement banalisé Mhm. et ça a un effet très fort sur les stéréotypes. Et à la base de l'inégalité entre les femmes et les hommes, il y a des stéréotypes. Femmes soumises, femme qui ne demande que cela, femme qui, elle a beau dire non au début, une jeune fille a beau dire non la première fois, elle va finir par dire oui si on insiste. Bon, toutes ces notions qui peuvent être dans les histoires qui sont vues dans la pornographie, tout ça donne une vision carrément assez malsaine de la sexualité. Complètement. Et, et c'est pas tous les enfants qui sont évidemment marqués, mais il y en a suffisamment pour que, à l'âge adulte, les filles aient eu cette vision qu'il faut qu'elles se soumettent à ça, à cette idée de la pornographie comme étant des relations sexuelles saines, et les garçons qui sont pas à la hauteur, entre guillemets, de ces performances et qui Mhm. ont une dysfonction érectile. Tout ça existe. Et par la suite, ben, c'est sûr que moi, mon sentiment, puis on n'a pas fait encore de recherche là-dessus, c'est qu'éventuellement, ça peut causer des problèmes de couple parce que si la sexualité
ne se fait pas sur une base d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est tout le reste de la relation qui en souffre. Mhm. Et c'est des relations dans l'intimité, on ne peut pas les mesurer. Donc, étant féministe, croyant beaucoup à l'égalité des sexes, je me dis que ça a des conséquences bien plus graves que ce que certains veulent imaginer. Mhm. Et, je ne comprends pas qu'une fois qu'on le sait, parce que maintenant, je travaille sur ce projet de loi depuis 5 ans, Mhm. on n'agit pas plus vite parce que la pornographie est de plus en plus présente sur l'Internet. C'est pas seulement les sites porno, parce que j'ai parlé de Pornhub, mais regardez X. Mhm. On sait maintenant que les enfants, c'est des études qui viennent d'ailleurs, parce qu'au Canada, on ne fait pas trop d'études, 45% des enfants regardent de la porno sur X et 35% sur des sites pornographiques. Mhm. Ça veut dire que le premier vecteur, le vecteur le plus important pour que les enfants soient en contact C'est avec la sur les réseaux pornographie, sociaux. c'est les réseaux sociaux. Mhm. Ensuite, ils peuvent aller sur des plateformes, mais alors, on ne peut pas juste dire que c'est les grandes plateformes pornographiques qui sont responsables. C'est payant, la pornographie, et maintenant, il y en a un peu partout. Ouais, je pense que je lisais dans un des documents que vous m'aviez fait parvenir que c'était le tiers de la bande passante Oui, d'Internet qui était alloué oui, à tout ça. Moi, ça m'a beaucoup inspiré vos prises de parole. Puis il y a plusieurs années, je pense que j'avais regardé ce qui se passait avec S210 à l'époque. Puis je pense que j'avais fait un parallèle dans une de mes prises de parole publiques avec le projet de loi au Québec pour protéger les enfants de la publicité à la télé il y a exact, très longtemps, qui a été un bon coup par ailleurs, parce que exactement. moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'allais aux On, États-Unis, puis là, on voyait les on est pubs, en puis on avance, on devenait est en avance sur fou. toutes les autres C'est provinces. ça. Puis là, je me dis, mais il me semble, enfin, je suis pas une experte, mais il me semble que le danger est incommensurablement Non, plus plus grave. grand. Et on n'intervient pas parce que la réglementation sur Internet, pour toutes sortes de raisons qui m'échappent complètement, pas qui m'échappent, mais regardez, l'Internet est né et comme société, on a décidé qu'on ne réglementait pas pour laisser ce magnifique outil de savoir Mhm. grandir. Oui, Et bien sûr, il y a plein de choses extraordinaires sur évidemment. lesquelles on ne reviendrait pas. Le fait de pouvoir, comme j'ai été journaliste longtemps, trouver de Au l'information bout des doigts. au bout des doigts, c'est absolument extraordinaire. Mais on a tardé à réglementer ce qui était dangereux pour les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire les enfants. Et on a donc créé une attente chez les adultes que tout serait toujours disponible tout le temps. Et c'est ça, ce que j'ai, moi, comme critique, c'est tous ceux qui sont très libertariens. Mhm. Et Dieu sait qu'il y en a qui disent, ben, moi, ma pornographie, je veux aller la voir sans avoir à passer 30 secondes pour m'identifier. Mhm. Donc, comme on a laissé faire pendant autant d'années, le fait de donner un coup de barre et de dire, c'est impossible, on ne peut pas laisser nos enfants faire ça, je crois que c'est plus difficile. Il faut savoir affronter les vents de face. Et c'est sûr que c'est un projet controversé. C'est sûr. Oui, parce que retirer quelque chose, c'est toujours, Voilà. peu Alors, importe la grandeur. retirer quelque chose, Oui, oui. demander à des gens qui sont amateurs de pornographie de s'identifier. Maintenant, il y a des façons de le faire qui minimisent beaucoup, beaucoup Mhm. les données, mais reste que c'est ça qui a été le plus difficile. Et étonnamment, je vous dirais que le gros de la contestation n'est pas venu des conservateurs, n'est pas venu du Bloc ni du NPD, mais des libéraux, Mhm. du parti au pouvoir, du Mhm. parti progressiste au pouvoir, qui a décidé qu'ils étaient contre mon projet de loi. Mais je vois qu'on bascule du côté des responsabilités, peut-être des pistes de solutions. Je pense que vous avez aussi peut-être souvent le commentaire, là, qui, selon vous, là, a la plus grande part de responsabilité dans la situation? J'imagine qu'on plaide souvent que les parents sont les premiers à Ah oui, devoir... ah oui. peut-être qu'on peut Ah commencer oui, par là. commençons par cela. Oui. C'est trop facile Mm. de dire que les parents, en 2025, ont tous les outils pour s'assurer que leurs enfants
ne voient pas ce qu'ils ne devraient pas voir avant l'âge de 18 ans. Bien sûr, il y a des parents qui sont technologiquement très forts Mhm. et qui vont être capables de mettre des filtres parentaux qui sont par ailleurs pas à 100% Mhm. bons dans la mesure où il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de les contourner. Et de toute façon, si leur téléphone a des filtres, celui du voisin n'en a pas. Et tout ça se passe à l'extérieur du domicile familial. Mhm. Alors, prétendre, comme plusieurs l'ont fait quand lors de ma première version de mon projet de loi, que c'est aux parents de s'occuper de ça. Et je dois vous dire que il y avait là des gens haut placés en politique qui disaient cela aussi, Mhm. que c'est une responsabilité des parents. Et c'est oublier complètement qu'on épaule les parents sur la drogue, sur l'alcool, sur les cigarettes, Mhm. dans la vraie vie, sur la porno aussi. On Mhm. a décidé comme société que pour aller acheter un magazine porno, il fallait avoir 18 ans dans un magasin. Évidemment, c'est une pornographie beaucoup moins nocive. Oui, Ça n'a rien à voir non, avec ce qu'on voit rien du tout. maintenant Oui. et c'est réglementé. Alors, comment se fait-il que sur l'Internet, ça ne le soit pas? C'est la même chose. C'est Mhm. juste que le support change. Alors, on aide encore les parents pour ce qui est de la marijuana, par exemple. On ne peut pas aller acheter de la mari, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, Illicite, oui. sans avoir une preuve d'identité et sans s'assurer qu'on a 18 ans. Alors, pourquoi ça serait différent pour la pornographie? Donc, non, les parents ont un rôle à jouer. Les parents ont des responsabilités. Je crois que c'est très important que les parents parlent à leurs enfants, que ça soit pas un tabou dans la Mhm. maison. Moi, j'ai parlé de ces questions-là, vraiment beaucoup, jusqu'au point où tout le monde n'était pas d'accord à ce que j'en parle, mais je pense qu'une grande transparence sur ces questions-là est vraiment la meilleure chose. Mhm. Et ça permet un dialogue, mais ensuite, il y a une responsabilité évidemment des écoles de fournir de l'éducation sexuelle, mais la grande responsabilité, les grands responsables, ce sont ceux qui diffusent de la porno. On est dans une société où quand on vend un objet qui est défectueux ou les compagnies sont responsables. Il y a une très grande responsabilité des compagnies dans ce qu'elles diffusent. Mhm. Or, dans ce cas-ci, il n'y a pas de loi qui encadre ça parce que normalement, c'était de la réglementation municipale, provinciale qui se faisait à la mitaine et tout. Mhm. Donc, il n'y a pas d'illégalité pour l'instant à ce que les plateformes transmettent à des enfants de la pornographie. C'est pas illégal, c'est juste non éthique, complètement non éthique. Mhm. Et ce sont ces plateformes qui, pendant des années, ont laissé faire parce que ça rapportait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Les Français ont calculé qu'il y avait à peu près, il me semble que c'est 28% des mineurs qui consultent les sites porno. C'est beaucoup. On dit que l'âge moyen de consultation, c'est 13 ans. Il y a à peu près 50% des enfants qui ont déjà vu de la porno à 13 ans. À 11 ans, il y en a 25% à peu près. Donc, plus c'est jeune, moins il y a de repères, c'est Mhm. évident. Et donc, les plateformes n'ont jamais, jamais pris leurs responsabilités. Alors, évidemment, on est dans un système capitaliste et elles disent, ben, si moi, je le fais, à ce moment-là, je vais perdre des clients. Il faudrait que tout le monde soit soumis à ça. C'est une réponse facile. Il faut que ça commence quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lois dans plusieurs autres pays, mais malheureusement, le Canada traîne de la patte. Mm. Et justement, peut-être nous situer par rapport aux autres initiatives dans Oui, d'autres pays. oui. Alors, entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce projet de loi, à cet enjeu, et aujourd'hui, la planète a changé. Mhm. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait des efforts en Grande-Bretagne et en France pour agir.
mais ces efforts se bloquaient à beaucoup, beaucoup de barrières parce qu'évidemment, les sites porno réagissaient, ne voulaient pas que ça se passe dans aucun pays pour pas qu'il y ait de précédent. Donc, il y avait des poursuites, il y avait aussi des discussions à l'intérieur des gouvernements sur comment on fait ça, qu'est-ce qu'on fait, de la division quand même, parce que encore une fois, c'est un projet controversé. C'était pas à l'époque aussi facile de faire des vérifications d'âge sans demander des cartes et tout. La La technologie technologie n'était pas là était pas encore. encore complètement là. Donc, à cette époque, c'était encore embryonnaire et la critique était donc plus facile. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne, qui est à mon avis le chef de file, a mis en place justement le 25 juillet dernier la vérification d'âge. C'est un projet de loi qui a été étudié, peaufiné, mis en place par étapes, je vous dirais, pendant 8 ans. 8 ans, il y a eu un débat pendant 8 ans. Et finalement, il y a eu de la controverse là-bas aussi. Mais il y a eu des gouvernements successifs, qu'ils soient conservateurs et aujourd'hui travaillistes, qui se sont succédés pour mettre en place ces protections. Et on a le Online Safety Bill qui est en place depuis le 25 juillet. Le ciel n'est pas tombé sur la terre. Il n'y a pas eu de fuite de données majeures ou même mineures. On n'a jamais entendu parler de fuite de données. Ça se passe évidemment de façon progressive. Les sites, il y a des sites qui observent, qui suivent la loi, et il y en a d'autres qui ne le font pas encore. Donc, la commission qui est en charge dit « Attention, vous ne suivez pas la loi. Voici une amende de 20 000 euros. » Donc, il y a toutes sortes de façons de contraindre les plateformes d'obtempérer. Et la plus grande punition, c'est de bloquer le site dans le pays X. Alors, vous voyez, c'est une lutte contre des géants et contre des plateformes qui ont beaucoup d'argent. Parce que eux, si les pays commencent à demander ça, ça va vouloir dire qu'éventuellement, il va y avoir de la vérification d'âge un peu partout. Et eux, c'est pas seulement le fait que les enfants ne pourront pas plus venir sur les plateformes, c'est qu'il y a des adultes qui n'y viendront pas non plus parce qu'ils ont peur de la vérification d'âge. Est-ce que ça va durer longtemps ou non? Mais c'est évident qu'il y a ça aussi comme facteur. Mais vous comprenez que moi, comme féministe, comme femme, comme mère de famille, que les plateformes porno perdent des clients dans une phase de transition, ça ne me semble pas dramatique. Dans mon cas aussi, le fait de demander à un adulte de prendre 30 secondes, 1 minute pour s'identifier, c'est un bien petit prix à payer pour protéger des millions d'enfants. Ce qu'on nous répond, puis là, je vais un peu me faire leur Bien sûr. porte-parole, mais ce qu'ils nous répondent, c'est que si les grands sites sont soumis à ces règles-là, que les utilisateurs vont migrer vers des coins plus sombres du web. Je pense que vous connaissez la dark web. chanson. Oui, oui. Et donc, ces sites-là ne sont pas modérés et que ça risque d'être encore bien pire. Devant l'absence de modération, enfin la modération très, très sommaire qu'ils font eux-mêmes, qu'est-ce qu'on répond à ces arguments-là? C'est un argument facile. C'est possible dans certains cas, mais croyez-vous vraiment que les enfants, parce qu'il y a des adolescents, mais il y a aussi des enfants, vont embarquer sur le web profond? Pas forcément, pas vraiment. Eux, ce qui se passe, c'est que la pornographie, c'est la facilité, là. C'est plus que la facilité. Oui. Il y a des pop-up de pornographie quand les enfants regardent non sollicités. Non sollicités. Oui. Et là, c'est aussi, puis ça fait partie des lois qui doivent commencer à être développées. Les plateformes sont responsables de ça parce que c'est dans leurs algorithmes. Pourquoi ils font ça? Pourquoi les algorithmes font ça? C'est probablement qu'il y a une programmation. Donc, on voudrait habituer les enfants à cela et c'est pour ça qu'il y a des pop-up. On ne le sait pas, on ne peut pas vraiment le dire, mais c'est vraiment le comble parce que les enfants, la plupart du temps, le premier contact qu'ils ont avec la porno, ce n'est pas un contact qu'ils ont désiré. Donc, ça vous montre bien que les enfants ne se mettront pas demain matin à s'en aller sur le dark web s'il y a de la vérification d'âge. Et s'ils voient soudain qu'il y a une barrière,
puis que c'est pas juste marqué «Avez-vous plus de 18 ans?», mais une barrière où il faut s'identifier, ben, il y a des jeunes qui iront pas là, qui vont se rendre compte que c'est pas pour eux. Il y a aussi un autre argument, les VPN. Mhm. Donc ce sont des outils qui permettent de cacher L'origine. l'origine de l'internaute. Mhm. Et là, on dit, en Grande-Bretagne, il y a eu un grand débat quand la loi est entrée en vigueur, en disant il y a eu une montée incroyable de l'achat de VPN, donc ça veut dire que la loi sert à rien. Tous les jeunes ont des VPN pour contourner la loi. Donc, on n'a pas les chiffres vraiment pour le montrer. Est-ce que on peut faire confiance à des compagnies de VPN ou à des compagnies qui distribuent de la pornographie pour nous dire cela? Je pense pas. Je pense qu'on sait même pas d'ailleurs qui achète les VPN. Est-ce que ce sont des jeunes de moins de 18 ans ou est-ce que ce sont Des des adultes qui adultes? veulent rester anonymes. Exactement. Ouais. Alors, on n'a pas suffisamment de données probantes pour dire que la loi ne sert à rien. C'est sûr qu'on ne peut pas savoir, on ne saura pas avant un certain temps si la loi fonctionne, mais on n'est pas ici à un degré où on veut que la loi fonctionne à 100%. Quelle loi d'ailleurs Oui, c'est comme si on est disait respectée? parce qu'un mineur est capable d'aller acheter de l'alcool au dépanneur parce que son grand frère ou son Exact. cousin lui achète, on va arrêter de vérifier l'âge. Voilà. Alors, Ça tous tient ces pas la route. arguments Oui. qui n'ont aucun sens dans la vraie vie quand on Ouais. les transpose deviennent très importants sur l'Internet. C'est cette idée que, ben non, de toute façon, ça sert à rien parce qu'ils vont pouvoir contourner la mesure. Ben, il y a beaucoup de gens dans la société qui contournent toutes les lois et il y a quand même des lois. Mais l'idée, c'est de protéger le maximum. Et on sait que les enfants de 13 ans et moins sont moins susceptibles de s'acheter un VPN parce que ça coûte de l'argent, Oui. d'y penser. On n'est pas tout à fait rendu là. Mais c'est sûr qu'il y a une partie des jeunes Oui, qui va contourner. qui va Oui. contourner puis qui va voir de la pornographie. Donc, mais c'est clair qu'on ne présente pas des projets de loi parfaits nulle part. Alors, en Grande-Bretagne, moi, je suis très impressionnée parce que ça a été un débat de société compliqué avec de l'opposition et le gouvernement a tenu bon. Mais ici, clairement, il y a plus de peur chez les gouvernements. Et moi, je me suis même carrément fait dire que de mettre le mot vérification d'âge dans un projet de loi, c'était impensable, étant donné la réaction que ça suscite dans la population générale. Or, c'est faux. Pourtant, oui, c'est ça. Pourtant, moi, j'ai commandé un sondage à Léger, qui est une firme sérieuse, qui disait que 77% des Canadiens consultés étaient d'accord avec le fait qu'il y ait des mécanismes de vérification d'âge pour protéger les enfants de la pornographie. Donc, c'est une impression parce qu'il y a évidemment des opposants qui parlent très fort et qui disent la liberté d'expression est menacée. Et c'est un argument qu'on a repris pour critiquer mon projet de loi en disant ça menace la liberté d'expression. Comme si la liberté d'expression était une valeur absolue, un droit absolu dans la Charte des droits, alors qu'on sait très bien que tous les droits individuels doivent être pondérés et ils ne sont jamais absolus. Et dans ce cas-ci, ce qu'on a dans la balance, c'est la liberté d'expression des amateurs de pornographie versus la protection de millions d'enfants. Mais par ailleurs, dans le monde réel, c'est déjà fait. c'est déjà... Ah oui, la Donc, logique est de oui, notre c'est côté. ça. Mais Oui. on n'est plus dans la logique, là. On est Oui. dans les émotions de clients de pornographie qui ne veulent pas avoir la moindre image d'eux ou quoi que ce soit. Maintenant, on peut faire de l'estimation d'âge où on ne demande aucune carte. Le client, on voit l'image du client et on peut, avec l'intelligence artificielle, évaluer s'il a plus ou moins de 18 ans. Et ça, c'est un jeton qu'on envoie au site porno. Oui. Mais d'ailleurs, je pense que vous vous avancez pas, si j'ai bien compris, dans le projet S209, Non. vous vous avancez pas quant aux moyens pris pour vérifier l'âge. Donc, vous laissez ça, la décision, dans le fond, va revenir aux élus ou Au gouvernement. Oui, C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, c'est l'étape de la réglementation. Dans tout projet de loi, on écrit les principes dans le projet de loi
Et les détails techniques, et ceux-là sont des détails techniques qui évoluent rapidement, sont précisés souvent dans la réglementation. Alors, il n'y a pas rien dans le projet de loi. Dans le projet de loi, il y a les principes, c'est-à-dire qu'on doit respecter la vie privée, on doit s'assurer d'effacer tout renseignement qui a été recueilli dès que la vérification d'âge a été faite. Mhm. Les sites porno, par exemple, les compagnies qui distribuent de la pornographie doivent embaucher une tierce partie, une compagnie spécialisée dans la vérification d'âge pour que ce ne soit pas eux qui aient les cartes Mhm. d'identité. Donc, il y a toute une série de précautions qui sont dans le projet de loi, mais le choix réel des méthodes précises Mhm. est laissé à la réglementation. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Imaginez, ça fait 5 ans que je travaille sur des projets de loi. Si on avait mis différentes méthodes, elles seraient déjà dépassées. Mhm. Donc, et en plus, pour faire ce genre de choix, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de consultations entre l'industrie et le gouvernement pour trouver quelles sont les méthodes, les meilleures méthodes au moment précis où Mhm. la loi est sur le point d'être mise en application. Et ça, c'est en dehors de mon champ. Je me prétends pas une experte Mhm. de Mais la donc technologie. c'est d'autant plus étonnant, puisque ce sont les grands principes qui sont mis de l'avant, c'est Oui, d'autant plus étonnant qu'il y ait une résistance aussi grande, dans le sens où c'est vraiment une première étape vers... exactement. Et donc, tu sais, le gouvernement prétend que dans un grand projet de loi qui a déjà été présenté, qui était un projet de loi contre les préjudices en ligne, Mhm. le fait qu'on avait demandé aux plateformes et aux organisations de prendre des mesures appropriées à l'âge, euh, ça réglait toute la question. Mais c'est un projet de loi très vague, Mhm. où il n'est même pas question de vérifier l'âge, où on dit ça se fera peut-être dans des étapes subséquentes si une commission se penche là-dessus. Mais il faut avoir du courage en politique. On ne peut pas faire un projet de loi qui ne dit pas les vraies choses. Les vraies choses, c'est que pour des préjudices importants, la pornographie en est un, l'incitation au suicide aussi, aussi les problèmes alimentaires, Mhm. pour tout ça, il faut s'assurer que ce ne sont pas des enfants, des mineurs qui consultent ces sites. Et évidemment, la méthode la plus robuste, c'est la vérification ou l'estimation d'âge, parce que c'est sûr que les plateformes peuvent, dans certains cas, s'assurer avec leurs algorithmes et tout, que les enfants ne sont pas dans les lieux les plus dangereux. Mhm. Mais ce que la Grande-Bretagne a fait, c'est qu'elle a choisi un certain nombre de préjudices les plus graves et elle a imposé la vérification d'âge là-dessus. Et sur les autres choses, elle demande aux médias sociaux, par exemple, de s'auto-réglementer, faute de quoi il y aura des amendes, c'est-à-dire de s'assurer que les enfants n'aient pas accès au matériel qui n'est pas adéquat pour eux. Mhm. Donc, c'est gros, l'Internet. C'est des changements majeurs qu'on demande. Mais mon projet de loi commence quelque part. Moi, je pense qu'il faut commencer quelque part. Il faut arrêter de se dire, ce projet de loi n'est pas Mhm. parfait, Oui. attendons la perfection. J- C'est J'imagine qu'un autre argument auquel vous êtes confronté, puis je pense qu'on l'entend beaucoup trop partout, c'est-à-dire il y a des dossiers plus urgents. Parce qu'on s'entend qu'il y aura toujours des dossiers plus Oui, urgents et et qu'on espère qu'avec la taille de nos gouvernements, on est capable de marcher en marchant de la gomme et de faire oui. plus d'une chose en même temps. Alors, donc c'est vraiment dommage que le gouvernement ait manqué l'occasion qui, depuis des années, là, on voit que ce problème-là a grandi, grossi en importance et n'a pas été capable d'y faire face. Mm. Et je pense que le fait que ce soit un sujet tabou n'est peut-être pas étranger à cela. Et on est vraiment... donc, je vous ai parlé de l'Angleterre, mais la France aussi maintenant a une loi Mhm. qui oblige la vérification d'âge pour avoir accès à une plateforme pornographique. L'Allemagne a des règles et des lois en place depuis une vingtaine d'années. L'Espagne s'en vient, l'Italie aussi, l'Australie, après avoir dit pendant des années que la technologie n'était pas au point, a décidé que la technologie était au point et va commencer en décembre. Il y a plusieurs États américains aussi. Plusieurs États Oui. américains.
une vingtaine qui ont différentes formes, euh, un peu plus, je vous dirais, moins englobantes que la mienne. Par exemple, ce qu'on dit dans beaucoup d'États américains, c'est que tous les sites qui ont plus qu'un tiers de leur contenu qui est pornographique doivent faire de la vérification d'âge. OK. Donc, ça couvre les plateformes pornographiques, mais ça couvre pas, par exemple, X ou d'autres plateformes qui ont pas mal de pornographie, Mais pas mais un pas tiers. forcément un tiers. Donc, dans le vôtre, Il n'y a pas de limite à un tiers. OK. Ce qu'on vise, c'est le matériel pornographique. Peu importe où il se trouve. Peu importe où il se trouve, mais je parle ici, et c'est important de le dire, de matériel pornographique. Pas d'érotisme. J'ai redéfini le matériel pornographique pour être sûr qu'on sache de quoi on parle. Et n'oubliez pas, et c'est très important, il y a une défense, une défense légitime, qui est que si ce matériel pornographique sert pour l'art, la science, la médecine, la recherche, on l'exclut de la loi. C'est dans beaucoup de projets de loi. Là. Donc, la nudité, c'est pas... Pas du tout, pas du tout. Mais la nudité, c'est pas de la pornographie Non, de c'est toute ça. façon. Oui. Mais une scène pornographique dans un film, une scène qui serait pornographique dans un film, ne serait pas l'objet de ce projet de loi. Ce qu'on vise ici, c'est la pornographie comme étant le contenu où on filme de très proche des seins, des organes génitaux. Qui n'est pas dans le cadre d'une œuvre d'art. C'est ça, bon, exactement. Donc, c'est Alors, bien défini. c'est Oui. défini et c'est important de le dire parce qu'on m'a accusé de vouloir censurer Netflix, la série Game of Thrones, là où il y a de la nudité, des scènes d'activité sexuelle, mais c'est pas le but de l'œuvre d'art. Et c'est une œuvre d'art. On peut dire ça. Donc, je pense qu'il y a des balises quand même assez solides, mais c'est jamais assez pour les adversaires. Peut-être un point justement sur les États américains qui, je pense, varient, puis peut-être c'est pareil en France, vous pourrez m'éclairer, mais qu'en fait, les pays qui ont mis de l'avant des lois comme celle-ci, qui avaient déjà une espèce de forme de citoyenneté numérique, là, je pense entre autres à l'État de la Louisiane, je pense. Ils ont des portefeuilles numériques. Exact. Et que ça semblait être plus facile dans le sens où c'était la seule information qui était envoyée, Exact. c'était l'âge de Oui, la personne. exactement. C'est-à-dire, même pas l'âge, plus ou moins de 18 ans. Oui, voilà. Donc, puis je sais qu'il y a par ailleurs beaucoup de résistance par rapport à Oui. l'entrée en vigueur de citoyenneté numérique et tout. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être une avenue? Ben, certainement, sauf qu'on n'est pas là. Non. Donc, ça complique un peu les choses, mais l'estimation d'âge est quand même une mesure qui n'est pas très intrusive. Mais c'est vrai que l'Europe avec son portefeuille numérique, parce que vous avez raison de dire que la Louisiane était là pour le permis de conduire, mais l'Europe est très en avance sur nous là-dessus. Et l'Europe elle-même veut que les grandes plateformes pornographiques fassent de la vérification d'âge. Ils ont désobéi. Donc, la Commission européenne. Oui, OK. absolument. Il n'y a pas eu, la loi n'a pas été suivie. Donc là, on est dans l'enquête pour s'assurer que la loi a bel et bien été violée. Mais entre-temps, il y a des projets pilotes qui se font dans différents pays, dans la France, l'Italie et tout, par l'Europe. Et c'est une application qui a été créée par l'Europe et donc il n'y a pas d'être humain. C'est une application qui prend les preuves d'âge, qui efface, et tout ça se fait sans qu'il y ait l'intervention d'un être humain. On va voir ce que ça donne et ça permet de vérifier l'âge, soit de façon numérique, soit avec des preuves d'identité, soit avec toutes sortes d'autres. Mais c'est une première application qui ne nécessite pas d'être humain. Donc, on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas utiliser la technologie aussi pour s'assurer que les enfants soient protégés. Mais donc, comme on n'est pas là, il faut commencer quelque part. Ce Oui, n'est pas... et je dois vous dire, parce que vous m'avez parlé des États-Unis, qu'il y a une autre... donc, la plupart de ces 20 États qui ont imposé la vérification d'âge sont des États plutôt conservateurs. Ça fait donc les opposants à cette loi ont beau jus de dire
ce ne sont que les conservateurs Mais il y a qui la sont... Californie aussi. Voilà. Alors, il y a des nouveaux joueurs. New York y réfléchit. La Californie vient de passer une loi, justement pour protéger les enfants, État libéral. Mhm. Donc, ça enlève cette espèce de couleur en disant que tous ceux qui s'opposent à ce que la pornographie soit vue par les enfants sont des conservateurs. Mhm. Non seulement c'est pas le cas, mais la Cour suprême des États-Unis Oui. a déterminé que c'était complètement constitutionnel de s'assurer de protéger les enfants et donc de mettre une barrière à l'entrée. Et ça, vous savez, pour la Cour suprême, c'est quand même historique parce qu'il y a quelques années, ils avaient dit non, la vérification d'âge ne peut pas être faite, c'est pas assez sécuritaire et tout, et ça peut violer la liberté d'expression. Donc, on a maintenant plusieurs cas de figure Mm. où ces lois-là sont rentrées. Et en Californie, ce qui est vraiment intéressant, et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est qu'il y a aussi un autre débat qui se superpose à ça sur quelle est la meilleure façon Mhm. de faire de la vérification d'âge. Et les plateformes pornographiques ont fait beaucoup de lobby pour que ça ne soit pas elles qui aient à faire la vérification. Donc, on est responsable de quelque chose, mais ce n'est pas à nous de le corriger. Mais que ce soit au téléphone. Oui, comme ça, quand ils parlent du modèle Apple, C'est c'est ça. ce qu'ils C'est évoquent. OK. Apple, OK. Google, Microsoft. Donc, les opérateurs de téléphone soient chargés de bloquer tous les téléphones par défaut et que les téléphones soient seulement débloqués quand il y a une vérification d'âge qui est faite. Ça veut dire que plutôt que d'avoir euh, des sites porno et des réseaux sociaux qui font de la vérification, on aurait à la base une vérification de tout le monde. Mhm. Ça semble intéressant en théorie, mais ça n'a jamais été testé par personne. On va le voir parce que c'est ça que la Californie va faire. OK. Alors, c'est Ça une sera un autre possibilité. exemple. Moi, je suis Ouais. agnostique sur la méthode, mais ce que je veux, c'est le résultat. Mhm. Sauf que ce que ça fait, si c'est ce système-là qui finit par triompher, c'est que tout le monde, tous ceux qui ont un téléphone vont devoir faire vérifier leur âge et non seulement ceux qui consultent des sites pornographiques. Donc, ça veut dire que les sites pornographiques ne remplissent pas leurs responsabilités, mais les refilent à Mhm. d'autres joueurs sur Internet. Donc là, il y a quelque chose d'un peu pervers dans la Mhm. mesure où quand quelqu'un est responsable d'une situation, normalement, c'est à lui de la corriger. Mhm. Et là, on demande à l'ensemble du réseau De de porter le porter tout fardeau. ça. Ouais. Évidemment, comme moi, ce qui m'importe, le but C'est le ultime, résultat. c'est de protéger les enfants. Donc, je vais laisser les spécialistes se chicaner là-dessus. On va voir comment ça va se passer en Californie. Mhm. Et on va voir si on peut nous-mêmes pivoter. Moi, j'ai pas de difficulté, mais pour l'instant, les pays qui ont passé des lois ont utilisé les méthodes de vérification d'âge qui demandent aux responsables de la transmission de l'affaire. Peut-être en terminant sur le projet que vous portez, on sait comment a chopé le précédent. Comment vous sentez que les choses devraient évoluer? Puis comment on peut aider, nous, comme citoyens, pour que le processus avance? Ben, à ce stade-ci, mon projet de loi est à l'étude en comité parlementaire du Sénat. C'est un processus très difficile où il y a beaucoup de témoins pour et contre qui viennent s'exprimer. Donc, beaucoup de critiques. On ne peut pas toujours y répondre. Les sénateurs, il y a 12 sénateurs qui sont divisés sur ces questions et qui vont donc se prononcer. Donc, évidemment, on peut en parler sur les réseaux sociaux. Moi, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais qu'une grande partie de la population est d'accord, mais encore faut-il le dire. Il faut qu'il y ait une pression qui s'exerce. La meilleure façon, c'est les réseaux sociaux. Aussi, il y a des lettres. On peut envoyer des lettres à nos députés, aux parlementaires. Il y a toutes sortes de façons d'appuyer un projet de loi, mais il faut qu'il passe le test des comités parlementaires. Euh, je ne pense pas que ça va se faire du tout comme une lettre à la poste. Mm. Je travaille fort pour essayer de convaincre mes collègues que c'est la chose à faire. Mais je respecte aussi le processus parlementaire. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord. On est dans un pays de liberté d'expression. C'est juste qu'est-ce qu'on va faire pour les protéger, ces enfants? Mhm. C'est toujours ça la question qui reste au bout. Donc j'ai la chance de pouvoir être à un endroit où j'essaye de faire une différence. C'est quand même
extraordinaire parce que moi, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à être journaliste, Mmh. où j'ai dénoncé. Mais là, j'essaye de participer au changement. Et c'est pas simple parce que je suis une sénatrice indépendante, donc je fais pas partie d'une formation plus large. Mmh. J'ai pas le soutien que le gouvernement a quand il présente un projet de loi. Donc c'est une croisade où on essaye de se faire des appuis et j'en ai des alliés, mais qui est assez difficile Mmh. parce que, les réseaux sociaux nous ramènent une vision de nous-mêmes qui a rien à voir avec ce qu'on est. Il faut essayer de l'ignorer. Oui. Il faut essayer de poursuivre. Moi, je suis aussi, comme vous, une mère de famille et je trouve que ce qui est le plus important, c'est c'est que qu'on garde une certaine naïveté, que les enfants aient droit de vivre leur enfance avec une certaine naïveté sur ce qui s'en vient. Mmh. Quand ils pensent à l'amour, quand ils pensent à la sexualité, parce que c'est tout à fait normal d'y penser dans l'enfance et de se demander, tu sais, comment on fait les enfants et tout ça, mais que ça soit pas, devenu graphique et Oui, que ça soit violent et beau, extrême, que ça plein soit beau, d'amour. que ça soit beau et plein d'amour, Ouais. exactement, et qu'ils puissent eux-mêmes, moi, ce que je pense, c'est que la découverte de la sexualité doit se faire par et pour les jeunes Mmh. avec le moins d'a priori possible. Oui, parce que ce que vous décriviez, je reviens à l'espèce d'anecdote que vous nous avez, mentionnée et qui vous a touchée. Je pense que ça parle aussi beaucoup d'une époque dans laquelle tout est mis en scène constamment. Voilà. Et effectivement, et les filles disent s'attendre à de l'étouffement parce que c'est de la mise en Mhm. scène, parce Mhm. que c'est ce qu'elles voient et la mise en scène devient réalité. Mais tout est Mhm. mis en scène. Il y a une banalisation incroyable de la pornographie. Mhm. Mhm. J'observais la même chose quand je travaillais sur les enjeux de prostitution. Ce qui fait que tout ça, je veux dire, c'est devenu, une partie, on dit: «Moi, je suis libre de tout faire et je suis libre de faire ça aussi, de faire ce qui ressemble à de la pornographie». Donc Mhm. on mélange tout, tout est mélangé et c'est un peu dommage. Enfin, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu nous parler de cet enjeu très important et surtout, je vous remercie pour les 5 dernières années à travailler sur ce projet de loi qui, j'espère, va aboutir cette fois-ci. C'est ce que j'espère moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée, de m'avoir donné, la parole ainsi. Merci.